Donc ce premier atelier est consacré à l'intérêt de poser une question préjudicielle devant le juge national. Je donne tout de suite la parole au professeur Édouard Dubout, qui va nous parler de la primauté du droit de l'Union européenne et de l'intérêt du justiciable. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci, merci pour l'invitation. Donc je voudrais commencer par effectivement restaurer une vérité, ça a été dit. Le récit dominant de la primauté du droit de l'Union européenne attribue le succès de cette primauté aux juges nationaux, qui par leur collaboration auraient rendu possible le respect effectif du droit de l'Union dans les États membres. Mais il y a une étude récente qui vient de sortir, donc je la mentionne, en 2022, au Cambridge University Press, qui montre qu'en réalité, derrière les juges, il y avait les avocats. Ils appellent les écrivains fantômes du renvoi préjudiciel. Et ils montrent que jusque dans les années 70, donc dans les premiers temps de la construction communautaire, 50% des renvois préjudiciels ont été initiés par une poignée d'avocats. Vraiment, quelques avocats pionniers qui se déplaçaient de prétoire en prétoire, de ville en ville, pour persuader les juges saisis de faire le renvoi préjudiciel. Donc, ces avocats pionniers, aujourd'hui, seraient probablement assez surpris par la tournure prise par le principe de primauté, aujourd'hui. Alors, d'une part, ce principe de primauté est concurrencé. Dans de nombreux ordres juridiques nationaux, il y a eu la volonté de replacer la Constitution nationale au centre de l'édifice normatif. En France, on connaît bien l'origine de la QPC, qui était en réaction avec le renvoi préjudiciel, qui s'appelait à l'origine la question préjudicielle de constitutionnalité, donc qui était destinée à éviter de trop nombreux renvois. Et dans d'autres États, comme en Allemagne ou en Italie, il y a même eu une fusion entre le droit de l'Union européenne, notamment supérieur, et les constitutions nationales au profit de la compétence des juges constitutionnels. Il y a aussi la concurrence, vous le savez, de la Convention européenne des droits de l'homme et de son protocole numéro 16 qui introduit également une procédure de type préjudiciel. D'autre part, cette primauté est critiquée. Alors, la remise en cause de la primauté par les juridictions nationales est le plus souvent ponctuelle, sous forme de contestations vives mais isolées. Mais plus récemment, cette critique est devenue structurelle, à travers un rejet radical de la primauté, notamment dans les nouvelles démocraties dites illibérales. Et donc finalement, alors que cette primauté était censée mettre de l'ordre dans la hiérarchie des normes, au profit du plein respect du droit de l'Union européenne, elle sème désormais un certain désordre qui pourrait faire renoncer les avocats les plus téméraires à avoir recours à cet argument. Et donc le travail des artisans pionniers de la primauté se retourne aujourd'hui contre leurs successeurs en les exposant à une forme d'incertitude permanente dans leur pratique du droit. Alors comment tenter de remettre du sens dans la primauté du droit de l'Union européenne ? Alors, je ne vais pas, dans ces quelques minutes, prétendre résoudre tous les problèmes, mais je voudrais m'intéresser à deux variables perturbatrices dans le maniement de la primauté par les avocats et qui en altèrent l'intérêt pour le justiciable. La première variable est celle de la norme en présence, qui selon sa nature provoque des hésitations sur la portée précise de la primauté. La seconde variable, c'est celle du juge saisi, qui selon sa culture cette fois, développe une approche plus ou moins spécifique des limites à la primauté. Alors la primauté et la nature de la norme sont des questions connues, mais qui évoluent sans cesse. Ces évolutions peuvent jouer dans un sens restrictif, comme dans un sens extensif, selon que la primauté concerne la norme invoquée ou la norme contestée. Alors la norme invoquée, il est bien connu de vous tous que la portée de la primauté dans le droit national varie d'une norme à l'autre afin de tenir compte de sa nature spécifique, comme notamment les directives. La Cour de justice a tenté une clarification de façon récente dans un arrêt Poplowski en 2019 en matière pénale afin de préciser sa jurisprudence et de distinguer plus nettement l'effet direct de la primauté des normes du droit de l'Union européenne.
Le principe de cette jurisprudence tient à ce que seules les normes dotées de l'effet direct puissent produire un plein effet de substitution et d'éviction face à une norme nationale contraire. En revanche, les normes dépourvues d'effet direct ne pourront prétendre qu'à des invocabilités moins fortes, attachées à leur primauté, à savoir l'interprétation conforme et la réparation. Force est toutefois de reconnaître que l'effort de clarification recherché par la Cour de justice n'a pas pleinement porté ses fruits. Deux exemples récents peuvent illustrer la persistance des hésitations. Dans un arrêt, en premier lieu, BPC Lux, en matière de résolution bancaire, 5 mai 2022, la Cour de justice a maintenu sa jurisprudence selon laquelle une directive peut être invoquée préventivement, donc avant même l'expiration de son délai de transposition, afin d'exclure le droit national contraire. Cette solution se justifie par l'effet utile de la transposition des directives, mais elle contredit ce qui avait été perçu comme le principal apport de l'arrêt Poplowski, à savoir qu'une directive dépourvue d'effet direct ne peut pas servir à exclure le droit national contraire. Second exemple, dans un arrêt Telen Technopark, 18 janvier 2022, en matière contractuelle, la Cour de justice a refusé de reconnaître un effet horizontal à une directive afin d'exclure une loi nationale qui pourtant était déjà jugée contraire à cette directive dans un précédent litige. Cette solution, cette fois, est pleinement en ligne avec la clarification Poplowski, puisque la directive est dépourvue d'effet direct dans un litige horizontal, elle ne peut donc pas exclure le droit national. Mais cette solution va à l'encontre d'une autre ligne jurisprudentielle qui veut que certaines directives concrétisant des principes fondamentaux ou des dispositions des traités peuvent quand même être invoquées dans les litiges horizontaux. Donc ces exemples montrent que des précisions restent encore à apporter concernant la justiciabilité des normes du droit de l'Union européenne. Alors de façon plus surprenante, la portée de la primauté peut également varier selon la norme nationale contestée. La norme contestée. Il est connu que, en principe, la primauté ne varie pas selon la norme nationale que l'on conteste. Cette primauté vaut à l'égard des normes nationales, quelles qu'elles soient, selon la formule constante. Et faute de compétences pour assurer elle-même cette primauté, c'est au juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, qu'il revient d'appliquer le droit communautaire, désormais le droit de l'Union, selon la formule de l'arrêt Simmental. Donc la primauté, en principe, est à la fois uniforme pour toutes les normes, mais indirecte, c'est-à-dire exécutée par le juge national. Or, pour la première fois, la Cour de justice s'est reconnue compétente en février 2019 dans un arrêt Rimsevich afin d'annuler directement, par elle-même, une norme nationale contraire aux règles européennes en matière d'indépendance des banques centrales. Donc la primauté a radicalement changé de sens. Elle a fait de la Cour de justice une véritable juridiction fédérale capable d'annuler elle-même le droit national. Ce précédent apparaît très spécifique au système de l'union monétaire, mais il montre que selon la norme que le justiciable conteste, la portée et le sens de la primauté sont aussi susceptibles de variation. Alors ces modulations demeure néanmoins le fruit de la jurisprudence européenne elle-même, dont une connaissance fine permet de maîtriser dans une certaine mesure les aléas. Plus préoccupantes pour le justiciable et son conseil sont les modulations de la primauté provenant du juge national. Récentes et multiples, elles sont d'autant moins prévisibles. Deuxième point, la primauté et la culture du juge. Alors, les jurisprudences nationales sur la primauté du droit de l'Union européenne ont connu une forte actualité ces derniers temps, en vue d'essayer de tracer les contours de la réserve d'identité constitutionnelle qui fait obstacle à la primauté. Sans surprise, cette approche de la primauté varie selon les juges nationaux, ce que je vais voir dans un premier temps, mais elle varie de façon plus surprenante au sein même des juges nationaux, ce que je verrai pour conclure. Selon les juges nationaux, le fait que la primauté du droit de l'Union européenne varie d'un État membre à un autre semble à première vue contraire à l'idée même de primauté, ainsi que la Cour de justice l'a réaffirmé récemment
en mettant en avant un argument d'égalité entre les États. Mais finalement, lorsque la primauté demeure décentralisée et entre les mains des juges nationaux, il n'est pas surprenant que chaque ordre juridique l'applique à sa manière. Mais il faudrait veiller à ce que le cheminement, la méthode qui mène à dégager une identité spécifique à chaque État, elle, soit suffisamment partagée pour être prévisible, voire discutée en commun à travers le dialogue des juges. Or, les récents cas de résistance à la primauté du droit de l'Union révèlent que la méthode même de manipulation diffère d'un État à un autre. Par exemple, en 2020, la Cour constitutionnelle allemande s'est placée sur le terrain de la répartition des compétences pour estimer qu'une intervention européenne était ultra vires. À l'inverse, le Conseil d'État français, quelques mois après, s'est expressément refusé à pratiquer un tel contrôle de l'ultra vires, en estimant que ce contrôle n'appartenait qu'à la Cour de justice. En outre, pour toujours prolonger cet exemple, la Cour constitutionnelle allemande a reproché à la Cour de justice, on était en matière monétaire, un raisonnement incompréhensible, ou on va dire insuffisamment rationnel. Là où le juge administratif, lui, a reproché à la Cour de justice un raisonnement insuffisamment opérationnel. Donc, si on prend ces deux exemples, il y a deux manières très différentes de concevoir l'identité constitutionnelle, l'une qui ressort d'une idée de raison et l'autre d'une idée de pratique. Donc, ce manque d'approche commune dans la manière de faire du droit montre des cultures différentes et, qui plus est, ce double de divergence d'approche au sein même des juges de certains États, comme c'est le cas notamment en France. Au sein des juges nationaux, pour finir, la jurisprudence française la plus récente, relative à la primauté, montre que chaque ordre de juridiction peut avoir sa propre conception, sa propre lecture de l'autorité et du droit de l'Union. Un exemple suffit à l'illustrer, un cas d'école, c'est le cas de la conservation des données de connexion. La première juridiction à réagir à la jurisprudence de la Cour de justice, interdisant la conservation généralisée des données, fut le Conseil d'État. Malgré un renvoi préjudiciel, cette juridiction décida de ne pas suivre pleinement la solution préconisée par la Cour de justice au motif d'une absence d'équivalence, au sens de la jurisprudence Arcelor, manipulée un peu pour l'occasion, entre le droit constitutionnel français et le droit de l'Union en matière de sécurité publique dans la décision French Data Network de 2021. Mais dans un deuxième temps, le Conseil constitutionnel n'a pas suivi la démarche du Conseil d'État et a lui rallié plutôt la position de la Cour de justice en estimant qu'une conservation généralisée des données en vue de lutter contre des formes de criminalité sans gravité était disproportionnée. Dans une décision du 25 février 2022, M. Habib. Toutefois, afin de ne pas réduire à néant les enquêtes menées sous l'empire de la loi inconstitutionnelle, le juge constitutionnel français décida de limiter pour l'avenir les effets dans le temps de la déclaration d'inconstitutionnalité, contrairement, cette fois, à ce que prévoit le droit de l'Union. Enfin, dans un troisième temps, la Cour de cassation a développé elle aussi sa propre position sur la question des données. Dans des arrêts du 12 juillet 2022, elle s'est placée dans la droite ligne de la jurisprudence européenne en exploitant habilement les marges de manœuvre ouvertes par celle-ci et en soulignant son rôle de juge de droit commun du droit de l'Union. Mais néanmoins, comme le juge constitutionnel avant elle, la juridiction judiciaire s'est montrée plus conciliante sur les effets de la violation et la validité des preuves antérieurement récoltées en méconnaissance du droit de l'Union. Alors devant une telle cacophonie jurisprudentielle, il devient extrêmement difficile de prédire avec une certitude suffisante si et dans quelle mesure un juge national sera réceptif à l'argument de la primauté de la règle européenne. Et ce manque de prévisibilité pourrait dissuader le justiciable et son conseil de s'en prévaloir. Pourtant, on peut relever que si la position européenne est reçue de façon variable par les différentes juridictions nationales, c'est néanmoins invariablement
à partir du droit de l'Union européenne que leur position désormais se construit. Tel est le paradoxe. Si le droit de l'Union européenne est plus fréquemment contesté, il ne peut plus être radicalement ignoré. Voilà, en guise de conclusion, peut-être le sens que prend aujourd'hui la primauté du droit de l'Union européenne. Elle ne doit plus être conçue comme une prescription absolue à laquelle on ne pourrait qu'obéir ou désobéir, mais comme une forme de médiation, un point de vue par lequel il faut désormais nécessairement passer pour ensuite déployer une stratégie d'argumentation pleinement convaincante afin de faire valoir l'intérêt du justiciable. Ainsi pourra se poursuivre, à un stade supérieur, le travail fondateur des avocats pionniers de la primauté du droit de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je retiens ce terme, avocat pionnier.